Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Dunk Hebdo. On est dans la série Pourquoi cette équipe ne gagnera pas le titre. Et ce soir, Ben, on va parler des Milwaukee Bucks. Mais avant de parler des Milwaukee Bucks, j'aimerais que tu nous parles de toi, Ben. Comment ça va? Ça va très très bien. Ça ira jusqu'au moment où on parlera des Bucks. Donc ça va très très bien. Oui, Greg, j'ai dû. C'est souvent moi dans les post-mortem ou dans les pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre qui est un préposé Bucks. Et je t'avoue que c'est de plus en plus difficile. C'est vrai que ce qu'on disait en off, pour faire le parallèle avec les Suns, pour qui c'est de plus en plus difficile pour moi de parler, on faisait le parallèle entre les deux équipes et c'est vrai qu'on a vraiment une pente descendante depuis la finale 2021 qui les a vus s'affronter. Je te rejoins complètement. L'équipe des Bucks, en plus avec la blessure de Lillard et son éventuel retour en playoff, mais on ne sait pas encore à quel niveau surtout après une thrombose. On se dit que cette équipe est sans doute pas la plus sexy des qualifiés en playoff qui se présente à nous sur la table de cette série. Pourquoi telle équipe ne gagnera pas le titre? Néanmoins, on va quand même en parler parce que il y a des choses qui sont intéressantes. C'est pas fun, c'est moins fun que d'autres équipes, mais il y a quand même des choses hyper intéressantes. La fanbase, je pense d'ailleurs, nous en voudra pas de dire que c'est pas fun de parler des Bucks. Je suis pas sûr qu'ils passent un très bon moment en ce moment, nos camarades de Milwaukee. Ben, on va attaquer par un petit résumé de la saison, si tu veux bien. On va passer en revue rapidement ce qui s'est passé cette saison pour les Bucks. J'ai eu l'impression, moi personnellement, que c'était une saison un peu disons, en haut et en bas, en grand 8. Une saison assez vertigineuse où quand l'équipe clique, ça se passe vraiment, vraiment très bien, à l'extérieur comme à domicile. Mais par contre, il y a vraiment eu des trous d'air avant et après le trade de Chris Middleton qui a vu l'arrivée de Kyle Kuzma et trade sur lequel on ne reviendra pas davantage. Mais je voudrais que tu nous parles notamment des rendements individuels que tu as pu noter du côté des stars, notamment Damien Lillard et Giannis Antetokounmpo. Très bonne question. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de très très haut? Je sais pas. Il démarre la saison de manière absolument affreuse. Il gagne 2 matchs de leurs 10 premiers. C'est vraiment très très mauvais. La grève de Gary Trent qui était arrivé pour un peu faire une Malik Beasley, quoi, pour compléter un peu cette question du cinquième titulaire. Ça a pas pris. Globalement, c'est un peu un échec, si tu veux, de l'individuel. Gary Trent a pas fait une bonne saison et ils ont pas réussi à faire revivre le bon Gary Trent. Et visiblement, je pense que c'est un joueur qui retrouvera pas son prime, ou en tout cas ses pics de performance. Ensuite, en termes de performance individuelle, il y a eu l'arrivée dans le 5 de André Jackson, qui a plutôt répondu présent, même si on est sur un profil très très défensif, et qui du coup, lui, est sorti du 5 au bénéfice de Kyle Kuzma, mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Et puis, je pense que ce qui est marquant dans cette saison des Bucks, c'est que pour moi, leur très très bonne période sont un peu en trompe-l'œil. Tu vois, par exemple, ils démarrent mal, leurs 10 premiers matchs sont catastrophiques, ils font des changements, Doc Rivers fait des changements dans le 5 de départ. Bien, oui, ils font une meilleure série sur les matchs d'après, mais globalement, leur calendrier est pas incroyable. Ils jouent beaucoup, beaucoup d'équipes qui actuellement sont en train de tanker. Et globalement, c'est une équipe qui a jamais eu des très, très hauts pics de performance vraiment répétés. Dans leur 5 de départ, toujours, il y a Taurean Prince. Pour moi, ça, c'est un premier indice. Tu vois. Une équipe qui souhaite jouer les premiers rôles, quand bien même on peut évoquer le fait que l'Est est peut-être un peu moins, on va dire, dans son homogénéité impressionnante que l'Ouest, tu peux pas décemment avoir Taurean Prince, qui est un titulaire quasi indiscutable sur la saison, au sein de ton équipe, parce que ça a amené des problématiques dont on va parler. Pour ce qui est des performances individuelles, alors je vais parler du joueur qui n'est plus là, c'est Middleton, et pour moi c'est un premier indice de la morosité qui est un peu qui est patente du côté de Milwaukee, c'est que il startait pas les matchs, il a raté les 21 premiers matchs, il était en grande, grande difficulté et c'est une équipe qui, quand même, avait un plafond qui semblait la saison dernière assez élevé quand il y avait Middleton, Giannis et Damian Lillard qui avait un net rating à 17 quand les trois étaient sur le terrain. Cette année, il était entre guillemets qu'à 7 et les performances de Middleton étaient moins bonnes. Du coup, tu ramènes Kyle Kuzma, qui est Kyle Kuzma, quoi. C'est-à-dire que, certes, j'ai beaucoup vu du coup Washington cette année. Il est moins clownesque, c'est-à-dire on voit qu'il est dans une équipe qui a des ambitions. Mais en dehors de ça, ça reste un joueur qui a des failles mentales assez folles. Ça, on en reviendra offensivement. C'est un joueur qui a un mauvais tireur, qui parfois a des choix un peu compliqués. Puis pour en revenir plus au cœur, c'est-à-dire Damian Lillard et Giannis, je pense que Giannis fait du Giannis, et je suis le premier supporter de Giannis, donc voilà, ça me fait mal de dire ça, mais j'ai l'impression que Giannis a rarement été aussi déconnecté du collectif dans sa production offensive. C'est-à-dire que
c'est un peu le point faible du jeu de Giannis, c'est-à-dire qu'il se déconnecte beaucoup de l'équipe dans sa manière de jouer, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup le cas de cette année. Il joue plus d'ISO que la saison dernière par rapport à Dame Lillard pour terminer. Il est moins en difficulté que cette année, mais pour moi, on va dire que la fin du prime athlétiquement est consommée. Voilà, il est plus dans son prime athlétique. Le premier pas fait plus aussi mal qu'avant, et il y a une baisse au niveau de la réussite au tir qui on va dire qu'en gros, c'est fini le Dame Lillard prime de Portland au niveau de la réussite au tir et encore plus physiquement. Voilà. J'ai beaucoup parlé. À toi, Greg. Non, mais je te rejoins en tout point. Gary Trent Jr., pour moi, c'est quand même une bonne déception, mais ça confirme. Enfin, moi, j'ai une grosse question sur Doc Rivers et les arrières, parce que Beasley, quand il était aux Bucks, ça fonctionnait avant Doc Rivers, mais ça fonctionnait beaucoup moins avec Doc Rivers. Et du coup, j'ai une question sur Gary Trent avec Doc Rivers, de la même manière que j'en avais une avec Beasley. Donc, ça me pose souci. Je trouve que c'est dommage parce que Gary Trent a un profil intéressant de shooter qui a un peu de taille quand même. C'est pas un shooter qui est petit au poste 2. Donc, c'est un profil qui pourrait être intéressant. Et quand tu regardes statistiquement, en réalité, sa saison, elle est pas pire. C'est pas la pire saison qu'il ait réalisée de sa carrière. Mais il a jamais vraiment trouvé. Moi, je trouve plutôt c'est une question de tempo. C'est-à-dire que quand l'équipe a besoin de lui, c'est pas le joueur qui va avoir un rendement à l'instant T. Et du coup, il est parfois un peu en décalage. Il n'est jamais une solution qui permet à l'équipe de passer un petit cap et de, par exemple, sauver un match. Ce qu'on peut demander, par exemple, du côté des Pistons à Beasley, le joueur qu'il a remplacé au Bucks. Donc ça, sur Gary Trent, je te rejoins. Middleton, effectivement, moi j'ai des souvenirs de lui la saison passée où sur des flashs, c'était hyper intéressant, mais on l'a trop peu vu et c'est vrai qu'on est loin du joueur qu'il était en 2021. Et malheureusement, on est bientôt 5 ans après 2021 et je pense qu'on ne retrouvera plus le Chris Middleton. En tout cas, les Bucks ne le retrouveront plus puisqu'il est maintenant du côté des Wizards. Pour en venir à Lillard et Giannis, je te rejoins sur le côté Giannis, il s'est un peu écarté de son playmaking et il a un peu fait le soliste, mais j'ai aussi l'impression que Doc Rivers n'est pas étranger à ces décisions-là de Giannis sur le terrain, dans le sens où j'avais presque, parfois, quand je regarde les Bucks, j'ai l'impression que Doc Rivers, en fait, il a perdu son ardoise depuis 3 semaines et il n'a rien dessiné pour l'équipe depuis 3 semaines. C'est-à-dire que tu as l'action qui démarre, tu as Giannis qui est placé relativement haut pour profiter de sa force lancée sur drive. Et en fait, s'il ne fait pas ça, quelles sont vraiment les autres solutions? Il y a une sorte de stupeur dans cette attaque, quelque chose de très statique dont on va sans doute reparler après, qui, moi, personnellement, me saisit. Et sur Lillard, je te rejoins complètement. On est vraiment sur un prime qui est terminé, qui est consommé. Tu as dit le bon mot. Et je pense qu'on est sur un joueur qui fait moins les différences de manière individuelle. Ce qui, du coup, oblige Giannis à les faire encore plus. Et donc à s'entêter dans un jeu plus individualiste et plus ISO. C'est difficile, les Bucks, parce que ça fait beaucoup d'équations qui me paraissent insolubles en saison régulière et qui, du coup, posent des questions encore plus grosses pour les playoffs. Ouais, clairement, que ce soit chez les role-players ou chez les stars, c'est très très difficile. Il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais c'est l'absence de Lillard sur la fin de saison. Est-ce que tu penses que ça va avoir une incidence sur l'équipe en playoff, ou est-ce que tu penses que l'équipe va pouvoir retrouver son semblant de rythme de la saison? Ah non, pour moi, c'est... Alors, je vais pas griller tout de suite plancher-plafond, mais ça fait pas tant évoluer le plancher-plafond de cette équipe parce que on enregistre cette preview-là un peu par rapport aux autres avec quelques jours de retard, ou en tout cas on l'enregistre un peu plus tard, et on commence à avoir une idée des match-ups qui peuvent se dessiner. Pour les Bucks, on va dire que le match-up qui semble se dessiner, je ne grille pas pour l'instant la bille, et désavantage grandement les Bucks. Moi, c'est plus que cette question-là, c'est plutôt de savoir à quel point les Bucks jouent pas encore au poker menteur. Ils nous ont fait le coup la saison dernière. Giannis se blesse. Ah, vous inquiétez pas, blablabla, il est peut-être de retour, etc. Giannis, après les playoffs, en tout cas après l'élimination des Bucks, revient en disant j'étais absolument pas prêt de revenir. Là, on sait que cette thrombose-là, alors, je ne suis pas médecin, mais tout le corps médical semblait d'accord pour dire qu'on ne reverrait pas Dame Lillard cette année. Et là, tout à coup, il y a Shams Charania qui arrive et qui nous dit qu'il va peut-être reprendre l'entraînement dans une semaine. Alors, quand bien même il reprend l'entraînement dans une semaine, entre reprendre l'entraînement et avoir un rythme playoff, c'est deux choses différentes, mais en termes d'influence sur l'attaque, c'est mon premier point sur lequel on va peut-être basculer à un moment, mais ça va avoir déjà, pour une attaque qui a des limites claires, l'absence potentielle de Dame Lillard
ça en fait une attaque qui est pas digne des playoffs, quoi, tout simplement. Ouais, là-dessus, je te rejoins complètement. D'ailleurs, on va rapidement aborder les 3 raisons pour lesquelles ils ne gagneront pas le titre, les Milwaukee Bucks, mais on va bifurquer sur cette attaque, justement, on va en parler plus en profondeur. Il y a des limites, à la fois... alors, c'est toi qui me décrivais ces limites comme ça en off, mais toi, tu notes des limites offensives, à la fois structurelles et auto-imposées. Je veux bien que tu m'expliques, parce que je trouve que c'est des termes que tu as choisis toi-même. Alors, structurel, je pense que tous les gens qui écoutent Dunk Hebdo et qui écoutent des podcasts de basket connaissent ce que ça veut dire. Mais auto-imposé, je trouve ça vachement intéressant. Tu commences par celle que tu préfères. Eh bien, structurellement, ça me permet de continuer le fil vis-à-vis de Damian Lillard. Damian Lillard, il est numéro 7 en NBA au niveau des touches, il est numéro 5 en termes de temps de possession. Donc, c'est ôter un joueur qui est totalement déterminant dans la structure offensive de Doc Rivers. J'ai pas trop parlé de Doc Rivers dans la séquence d'avant parce que je vais en parler là, qui est un coach coucou à l'équipe de 76, qui le connaît très bien, qui, on va dire, va mettre beaucoup de pression sur ses joueurs stars pour un peu se débrouiller parfois en attaque. Le problème, c'est qu'on est dans une équipe où il y a très peu de connecteurs, il y a très peu même de porteurs de balles. C'est-à-dire qu'en termes de temps de possession, depuis le début de l'absence de Damian Lillard, numéro 1 Giannis, numéro 2 Kevin Porter Jr., numéro 3 Ryan Rollins. Alors, Kevin Porter Jr., Ryan Rollins, j'en parlerai un peu plus tard, mais ce sont pas des joueurs qui sont destinés à avoir la balle en playoff en NBA en 2025. Voilà. Et en fait, ils ont un problème très très simple, c'est qu'ils n'ont même pas assez de joueurs pour porter le ballon. Actuellement, du côté des Bucks, avec l'avalanche de blessures qu'ils subissent, il y a des séquences où c'est Pat Connaughton qui porte le ballon. Pat Connaughton, 2025, Pat Connaughton. Donc, c'est vraiment une équipe qui, une fois qu'elle est privée de Giannis, qui est pas non plus un playmaker élite, c'est un certain joueur très haut dans le DH20, mais c'est pas sa fonction première, le playmaking, à cette limite structurelle de ne pas avoir de bons joueurs qui sont là pour passer. Taurean Prince, c'est un joueur de fin de chaîne. Kyle Kuzma est pas un joueur qui est capable de réaliser des bons choix. Brook Lopez, un joueur de fin de chaîne. AJ Green, qui est actuellement blessé, est aussi un joueur de fin de chaîne. On peut continuer. Gary Trent aussi. André Jackson est un joueur qui a très peu d'impact offensif. Donc, déjà, on était sur une équipe qui a imposé beaucoup de poids à ses superstars et c'est l'équipe qui perd une de ses superstars. Donc, c'est extrêmement compliqué. On y reviendra un peu plus tard. Structurellement, ça t'amène un problème, c'est qu'il y a peu de paniers faciles. C'est une équipe qui, en attaque, est totalement dépendante de sa capacité à mettre les tirs difficiles. Ce sont des tirs difficiles, en général. Tough shot making plus exploit de Giannis. Est-ce que ça peut tenir en playoff? On y répondra à cette question un petit peu plus tard, mais on va revenir sur un terme que tu as utilisé donc en off, qui sont les limites auto-imposées des Bucks en attaque. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, désolé, ça va être un peu une avalanche de chiffres, mais on a beaucoup parlé cette saison et dans le podcast d'hier, Adrien et Tom ont parlé de Houston. On a beaucoup parlé de Houston cette année en disant que Houston a des gains à la marge, Houston s'octroie des possessions supplémentaires par match. Eh bien, par exemple, si on regarde cette stat des extra scoring chances, donc des chances supplémentaires de scorer, c'est une stat où les Rockets sont numéro 1. Voilà, ils s'offrent 3 ou 4 possessions de plus que l'adversaire par match. Les Bucks sont 28e dans cette stat. Les seules équipes qui font pire, c'est Washington, désolé Greg, Phoenix et Utah. Donc, les Bucks sont en moyenne 3,4 chances de scorer de moins que leurs adversaires. Et c'est là où ça va être un peu une avalanche de stats, mais désolé. Sur les points inscrits dans la peinture, les Bucks se sont 28e sur 30. Dernier, désolé Greg, les Suns et ensuite les Celtics. Sur les points en contre-attaque, les Bucks étaient une équipe qui était assez bonne en contre-attaque sous Budenholzer. C'était plus le cas sous Griffin, c'est encore moins le cas sous Doc. 28e sur 30 sur les points en contre-attaque. Seuls les Hornets et les Celtics font pire. Point seconde chance. C'est une équipe qui ne produit absolument aucun rebond offensif. Ils sont derniers en termes de rebond offensif sur la séquence avec Kyle Kuzma depuis que Kyle Kuzma est arrivé. Point seconde chance, 29e sur 30, seuls les Pacers font pire. Enfin, point inscrit sur les pertes de balles adverses, 27e sur 30, seuls les Wizards, les Bulls et le Jazz fait pire. Donc, c'est une équipe qui marque pas de points quand elle récupère le ballon et elle récupère peu de ballons. C'est une équipe qui arrive pas à se créer des secondes chances. C'est une équipe qui marque pas sur contre-attaque. C'est une équipe qui marque pas dans la peinture avec Giannis Antetokounmpo. Non mais c'est une dinguerie cette stat. Et c'est une équipe qui perd au jeu des maths en termes de possession. Donc pour moi, c'est une équipe qui s'impose ses limites parce que dans sa manière de jouer, elle ne crée pas, elle n'arrive pas à jouer
Elle ne joue pas le jeu des possessions, en fait. C'est une équipe qui est bloquée il y a 5 ou 6 ans et qui, à ne pas jouer ce jeu des possessions, bloque son attaque et se limite elle-même, tout simplement. Ça rejoint, enfin moi de ce que j'entends, de ce que tu dis, ça rejoint ce que je disais à propos de l'ardoise de Doc Rivers qui est aux abonnés absentes depuis des mois et des mois sur le banc des Bucks. Et c'est dommageable, c'est vraiment dommage parce que autant je suis d'accord avec toi structurellement, il n'y a peut-être pas le matos pour faire circuler la balle et pour finir les actions parce que c'est que du tough shot making et quand c'est Taurean Prince qui fait des tough shots, c'est quand même pas, tu vois, prime Michael Jordan, hein. On n'y est pas du tout. Euh, donc voilà, mais en plus, si effectivement tu joues pas le jeu des maths et tu joues pas dans la modernité de 2025, ce que ne font pas également les Suns, d'où le parallèle qu'on faisait en début de podcast, et ben effectivement, tu te retrouves à la traîne. Le gros avantage, c'est que dans ton équipe, tu as Giannis Antetokounmpo qui est quand même une solution miracle. Hein. C'est pas pour rien qu'il est top 5 ou top 3 des H20 depuis 114 ans que ce podcast existe. Mais, mais, mais clairement, ouais, Yanis, si tu enlèves cette solution, enfin, de toute manière, pour aller au bout, il te faut d'autres solutions à côté, ce que Chris Middleton a été, notamment pendant les finales et pendant le parcours en playoff en 2021. Mais là, sans Chris Middleton prime et avec un Damian Lillard qui est absent ou qui n'est pas à son rendement de Portland, c'est une affaire qui est très compliquée. On va passer à la deuxième raison pour laquelle les Bucks ne vont pas gagner le titre cette saison. C'est le profil défensif de cette équipe avec une souffrance annoncée, Ben. C'est ça. C'est-à-dire que j'entends beaucoup les commentateurs des Bucks qui disent pendant les matchs « Regardez, on a vraiment un 5 très très grand ». C'est vrai que, en gros, le 5 qui est adopté par Doc depuis le trade de Kyle Kuzma, c'est donc, alors actuellement c'est Ryan Rollins, mais normalement c'est Dame Lillard. Ensuite c'est Kyle Kuzma, Taurean Prince, Giannis et Brook Lopez. C'est vrai que c'est un 5 qui est grand. En fait, c'est que si tu exclus Dame Lillard ou le joueur qui joue au poste on va dire de meneur, en fait, t'as que des ailiers, quoi. Donc, des mecs assez grands. Le problème, c'est que qui défend le point d'attaque dans cette équipe? Alors là, ça va être une redite globalement de ma preview de l'année dernière, parce que globalement, c'est les mêmes problèmes qui sont encore plus accentués. Je pense que c'est André Jackson, le meilleur défenseur du point d'attaque de cette équipe, mais Doc Rivers a décidé, dans un tout Doc Rivers qu'il est, du coup, de le mettre titulaire pendant une partie de la saison, puis de le sortir de la rotation après. Bref, tu es grand, mais tu n'as pas de capacité à défendre les petits. Il y a un match contre Atlanta qui est clownesque où, franchement, Trae Young peut en mettre 800 de points. Franchement, premier pas, il atomise n'importe qui parce que rien qu'un changement défensif l'amène à jouer contre un joueur qui est beaucoup trop grand et qui a pas la vivacité. Et une équipe au hasard, Cleveland, qui aurait deux arrières qui ont des premiers pas assez rapides ou qui sont assez vivaces, ils n'ont pas le matériel, en fait. Kyle Kuzma est un défenseur ok, mais en termes de déplacement latéral, c'est pas Taurean Prince, c'est pas Kyle Kuzma, en fait. Tu es trop grand, et je dirais même jusqu'à dire autre chose, c'est que tu n'arrives pas à mettre en fait, on dit qu'une équipe est grande, c'est bien, mais qu'est-ce qu'elle fait de sa taille? Les Bucks sont pas premiers en termes de déflexion, les Bucks sont pas une équipe qui protège le rebond outre mesure ou qui l'attaque très très bien. Donc, en fait, ils ont de la taille, mais défensivement, ils vont être totalement, mais n'importe quel profil d'arrière va leur faire extrêmement mal. Et je pense même qu'il y a certains profils d'arrière un peu, ou d'ailiers sous-dimensionnés qui pourraient les amener à souffrir. L'ironie, c'est qu'on est dans une conférence où Jimmy Butler est plus là, par exemple. Donc en fait, est-ce que tu as autant besoin de défendre les ailiers? Oui, si tu joues peut-être Boston, mais au hasard, tu as fait la preview, Greg, Indiana, mais le backcourt d'Indiana détruit le backcourt des Bucks sur les séquences offensives. Bah, je viens de me démuter parce que j'allais exactement te couper pour dire Indiana. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire un Nembhard. La vivacité d'Andrew Nembhard. On n'en parle jamais parce qu'à côté, tu as Tyrese Haliburton qui a un premier pas de zinzin. Mais le duo Haliburton-Nembhard, c'est quand même très costaud. Et en plus, eux, ils ont du playmaking et des joueurs en bout de chaîne autour d'eux, et notamment Turner, etc. Mais on n'est pas là pour refaire la preview des playoffs des Pacers. Mais moi, clairement, je suis très inquiet par le niveau médian, et je dis bien médian, de la défense des Bucks. T'enlèves l'ovni que Giannis est. Brook Lopez, c'est plus le Brook Lopez candidat Tipoy, clairement, franchement. Il y a un manque de mobilité en défense qui commence à se faire sentir par le poids de l'âge. Et ça a été un joueur fantastique. Il est toujours évidemment capable de faire des prestations défensives de temps en temps, mais on est loin du défenseur général comme il l'a été dans les grandes saisons des Bucks. Chris Middleton est parti et de toute façon en défense c'était devenu quand même plus que l'ombre de lui-même.
et il est remplacé par Kyle Kuzma. Alors toi, tu le trouves OK, je te trouve extrêmement poli, Ben. Là, vraiment, Alors, je reconnais le mec très bien élevé que tu es. Je Bravo. pense que c'est parce que je l'ai vu au Wizards. Ouais, alors peut-être qu'il fait davantage d'efforts dans le contexte des Bucks parce que ça lui est demandé par son capitaine et par d'autres autour, mais par les vétérans des Bucks qu'il n'avait pas aux Wizards. Mais moi, je le trouve quand même, je trouve quand même que c'est pas du tout au niveau pour une équipe qui a des prétentions, comme toutes les équipes qui auraient Yanis dans leur jeu, en fait, tu vois, tout simplement. Tu as Yanis dans ton vestiaire, tu as forcément des prétentions, tu mets Kyle Kuzma sur le poste 2 pour défendre sur des ailiers et des arrières. Bon, passons au sujet suivant. On va parler des rotations, Ben. Moi, je vais juste dire un mot sur les rotations des Bucks. J'ai un petit peu regardé les Bucks cette saison. C'est pas l'équipe que j'ai regardé le plus et du coup, je me fie davantage à ce que tu dis parce que je sais que tu les regardes avec plus d'attention que moi. Mais clairement, la rotation des Bucks comparée aux autres équipes du top 4 de l'Est, j'ai mal au crâne très très durement. Je ne vois aucun joueur qui sort du banc des Bucks être meilleur que n'importe quel autre joueur qui sort du banc des 4 premiers de l'Est. Bah, en fait, peut-être que je suis méchant, je sais pas, mais je te laisse dire. Non. Tu vois, j'avais dit avec Constant dans l'épisode de fin avec les Wolves que j'avais trop de points négatifs à choisir dans cette équipe. Et pourquoi j'ai choisi les rotations à la fin, c'est que vous remarquerez que le point négatif, c'est l'attaque, le deuxième point négatif, c'est la défense, le troisième, c'est les rotations. Et je te rejoins parfaitement. Les rotations, alors là, je suis désolé, ça va faire un peu liste, mais bon, on exclut Yanis et on exclut, parce qu'en fait, on sait pas vraiment pour l'instant Dame Lillard. Tu as raison, Brook Lopez, il est un peu que l'ombre de lui-même et moi j'ai assez peur sur la capacité à répéter. Il fait une saison, il joue beaucoup. Brook Lopez, c'est le joueur qui a le plus joué chez les Bucks cette saison en termes de minutes. C'est quand même complètement fou. Alors si on fait la liste après, Taurean Prince, je m'en réfère aux fans des Lakers. Enfin, tu peux pas décemment avoir Taurean Prince qui soit un joueur important. Je l'ai déjà dit au niveau de l'intro. Gary Trent fait une saison moyenne, il est capable de mettre dedans, mais il a clairement pas apporté ce qu'il fallait défensivement. Alors on va continuer. Moi, AJ Green, j'aime bien. Alors petite blague NFL, quand bien même c'est le nom d'un receveur qui a fait mal à mon équipe pendant des années. Bref, c'est le même nom, c'est un homonyme. Mais AJ Green, alors le problème d'AJ Green, c'est qu'au niveau de la défense, c'est vraiment faiblard et que en dehors du shoot en mouvement, il apporte pas grand-chose offensivement. Ensuite, Bobby Portis, on n'en a pas parlé, il est suspendu pour tramadol. Il va revenir avant la fin de la saison régulière. Bobby Portis en playoff. Voilà, c'est la fin de la blague. Du coup, les meilleures blagues sont les plus courtes. Bobby Portis en playoff. Et ensuite, tu peux égrener la liste. André Jackson a très peu d'impact offensif, même si défensivement, il apporte beaucoup de choses. Ensuite, Ryan Rollins qui fait... Alors, Ryan Rollins, en ce moment, il y a une espèce de hype qui se crée du côté de Milwaukee. Je veux bien, mais il défend mal le point of attack et ça reste un joueur qui a très très peu d'expérience en NBA, ce qui fait qu'il perd un camion de ballon. Enfin, Michael Porter Jr. Alors, c'est l'expérience Michael Porter Jr. C'est 30% d'usage. Il y a un peu cette théorie des joueurs de 16 matchs et de 82 matchs avec Draymond Green, dont il avait parlé. Moi, j'ai un peu dit méchamment dans mes notes que Kevin Porter Jr., c'est un joueur de 34 matchs. C'est le nombre de matchs qu'ont joué les Wisconsin Herd, donc l'équipe G-League des Bucks. Donc voilà, c'est pas un joueur de playoff. Donc, globalement, Greg. Et j'aurais pu citer aussi Jericho Sims, qui est blessé, lui aussi. Mais je fais pas confiance. L'année dernière, j'avais dit, il n'y a pas 6 joueurs à qui je fais confiance, je crois, du côté des Bucks. Cette année, le niveau est descendu à 4. Il n'y a pas 4 joueurs à qui je fais confiance. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, à l'intérieur même du 5, tu as des questions que tu te poses sur des joueurs qui sont 7 ou 8e option dans d'autres équipes. Et je parle même pas des Cavs et des Celtics. Je parle même pas de ceux-là. Je parle même pas d'eux. Et je fais juste une parenthèse. Tu parlais effectivement non pas de Michael Porter Jr., parce que je sais qu'on va avoir un petit commentaire là-dessus. Kevin Porter mais Jr. de Kevin Porter, la différence étant les mœurs, évidemment. Entre autres, et le niveau de jeu, parce que Michael Porter Jr. s'est quand même envoyé des ballons dans le cercle. Mais oui, clairement, non. Ces Bucks, c'est quand même pas le... C'est quand même... Il y a un tel gap entre les deux superstars et les autres. Et moi, ce gap, il me paraît aussi vertigineux ou presque que du côté des Suns, pour rejoindre la métaphore filée qu'on fait depuis le début du podcast. Et il n'y a qu'à voir où en sont les Suns cette saison. J'aurais bien aimé voir Milwaukee à l'ouest pour voir vraiment face à des cylindrées plus épaisses
en termes de rendement ce que ça aurait donné. Mais c'est une bonne question, mais la réponse, elle est pas jolie même. La réponse, elle est pas jolie. Et on va pas l'aborder aujourd'hui. On va passer sur le motif d'espoir. C'est une séquence qui va durer à peu près 14 secondes dans ce podcast. C'est le shot making. On en parlait tout à l'heure. Si les Bucks ont besoin de tough shot makers, est-ce que tu penses que rentrer ces shoots peut leur changer la donne? C'est bizarre. Hein, question piège. Mais c'est bizarre parce que les Bucks, l'image qu'on a des Bucks, qui sont une équipe qui a globalement peu changé. Hein, si on regarde sur les 6-7 dernières années. Enfin, il y a un moment, ils avaient peu changé. Maintenant, avec Lillard et Kuzma, c'est un peu changé. Mais il y a cette idée de grosse défense qui pouvait poser des questions parfois en attaque. Il y a un peu cette idée-là. J'ai l'impression que ces Bucks version Doc Rivers avec Damian Lillard, etc., leur espoir, c'est l'attaque. Parce qu'en termes d'official field goal percentage, donc l'efficacité au tir, les Bucks sur la saison sont 3e. Alors ils sont un peu moins bons sur la séquence depuis Kyle Kuzma, surprise, mais c'est une équipe qui met des tirs. Ils sont notamment il y a les matchs récemment, il y a beaucoup de matchs récemment, ils mettent beaucoup avec Ryan Rollins, avec Kevin Porter Jr. Donc il y a peut-être un espoir, ils amènent certaines équipes sur des matchs d'attaque. Doc est un peu obligé vis-à-vis des rotations notamment et le secteur intérieur décimé de faire jouer Giannis en 5. Bien évidemment, ça ne marche pas défensivement, mais c'est des 5 où ils essayent de pousser l'attaque. C'est peut-être ça, c'est-à-dire qu'ils mettent des tirs. Giannis met des tirs, Ryan Rollins met des tirs, Taurean Prince ça va, Kyle Kuzma, bon c'est Kyle Kuzma, il met pas des 3 points ouverts, mais ça peut aller. T'espères que Damian Lillard soit de retour. Donc c'est bizarre, c'est que dans ce jeu des maths, ils perdent au nombre de possessions, mais ils sont loin d'être ridicules. En gros, pour dire autrement, ils joueraient sur un nombre de possessions égal, ils seraient beaucoup plus dangereux. Parce qu'en fait, leur shot making est plutôt bon. Hein. Non seulement leur shot making est bon, mais c'est aussi une équipe qui provoque beaucoup de lancers francs. Et c'est là que je te rejoins sur la question des possessions. C'est la 3e équipe qui provoque le mieux de lancers francs cette saison en NBA. Et c'est une donnée qui est hyper importante en playoff. Je crois que c'est au moins la 3e preview que j'enregistre et la 3e fois que je dis cette phrase. Mais c'est une réalité. C'est la réalité de la NBA. Les lancers francs sont importants et particulièrement en playoff. Et en fait, cette équipe arrive à provoquer des fautes. Alors évidemment, il y a un très gros volume de tirs qui sont pris par des joueurs qui, depuis leur début en carrière, ou en tout cas depuis le début de leur prime, provoquent beaucoup de lancers francs. Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard. Mais cette équipe arrive quand même à aller beaucoup sur la ligne. Et je pense que, effectivement, si tu rentres les shoots en plus d'aller sur la ligne, si tu augmentes encore ton efficacité, peut-être que tu peux réussir à rattraper un peu la bataille des possessions. Moi, j'ai quand même un gros doute là-dessus. On parle d'un filet d'espoir, d'une lueur minuscule d'espoir dans une nuit très sombre, et je crois vraiment pas à cette lueur d'espoir malheureusement pour les Bucks. Mais du coup, ça nous amène très rapidement aux 2 joueurs clés avant de passer au range de cette équipe pour les playoffs et au plancher et au plafond qu'on attend des Bucks. Mais moi personnellement, j'ai Gary Trent Jr. Du côté des joueurs clés pour ces playoffs des Bucks. Je vais t'expliquer avant que tu te lances sur le tien qui est Kyle Kuzma, mais Gary Trent, pour moi, c'est le joueur qui, comme je l'ai dit précédemment en ouverture du podcast, c'est un joueur qui, s'il trouve du rythme, et qu'en plus, en défense, il se fait moins cibler, et ça fait beaucoup de si pour les Bucks, mais malheureusement, on doit en passer par là. Je pense que c'est un joueur qui peut faire passer justement un petit cap à cette équipe, et qui peut, par exemple, leur changer la donne sur un premier tour. Sur un second ou un 3e tour, sans vouloir dévoiler ce qu'on dira après sur le plancher, le plafond, j'ai plus de doutes, mais sur un premier tour, je pense que c'est clairement un joueur qui peut débloquer des situations dans une équipe qui aurait récupéré Damian Lillard. C'est ça. Rappelons qu'au niveau des joueurs clés, on essaye d'éviter les superstars parce que oui, le motif d'espoir, c'est Giannis. Oui, le joueur clé, c'est Giannis. 50 points de moyenne sur une série. Voilà. Si le mec qui fait 50 points de moyenne, s'il refait la série contre les Celtics en 2022, la dernière fois qu'on a vu Giannis en playoff, rappelons, en bonne santé, qui était, je rappelle, dans cette série, qui avait comme lieutenant Jrue Holiday. Bref, du coup, moi, mon joueur clé, je te rejoins avec Gary Trent. Moi, je pense que le fait que Doc est sorti très vite du banc dans une situation d'urgence, parce que est sorti très vite du 5, pardon, dans cette situation d'urgence, celle où il gagnait pas de match, à long terme, c'est un mauvais calcul, parce que ta meilleure version, c'est avec Gary Trent, je pense, bon. Et que tu aurais dû forcer dans ça, quitte à peut-être perdre encore plus, je ne sais pas, parce que
le fait de mettre André Jackson pendant une grande partie de la saison titulaire pour le dégager des rotations maintenant, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que t'as pas pu travailler, je sais que tu mets beaucoup d'importance là-dessus, Greg, sur les répétitions. T'as pas travaillé sur les répétitions et il faut arrêter de jouer aux apprentis sorciers avec le 5. Greg, je vais te parler de Kyle Kuzma, je sais, c'est difficile. Alors, j'enlève mon casque. Tu me fais un signe quand t'as fini. Alors, Kyle Kuzma, très simplement, je l'ai dit, il est un peu plus discipliné que du côté des Wizards. Tout simplement, là, c'est un joueur clé parce que je ne crois pas au Kyle Kuzma deuxième option des Bucks. On en parlera dans la séquence suivante sur le plancher plafond. Ils ont besoin du retour de Damian Lillard, mais il faut qu'il soit en capacité d'être un troisième joueur qui met des tirs, qui fait pas d'erreur mentale et qui est capable de suppléer dans un scoring limité, quoi. Voilà. Un des gros problèmes qu'on a vu avec Kyle Kuzma, c'est qu'on nous parlait beaucoup de sa capacité à retrouver potentiellement à mettre des tirs ouverts parce qu'il aurait un spacing un peu meilleur ou une équipe meilleure. Bah, il a pris 113 tirs à 3 points ouverts ou grand ouverts depuis son arrivée chez les Bucks. Il en a mis 36. Donc c'est toujours les mêmes stats avec Kyle Kuzma. C'est pas un bon shooter quand les shoots sont ouverts. Donc voilà, moi c'est plus que la production offensive, joueur clé, c'est juste, tu peux pas faire d'erreur mentale. Je vais prendre encore un peu de temps, là je parle beaucoup, je suis désolé. Il y a une séquence dans le match des Hawks qui est absolument extraordinaire. C'est la première possession du match. Première possession du match, il y a un tir manqué, rebond des Hawks, triangle à la balle. Et on est sur la première possession du match. Zachary Rijassé part en contre-attaque dans le dos de Giannis et Kyle Kuzma, qui, on ne sait pas y défendre qui, peut-être l'arbitre, je sais pas, alley-oop, et il y a personne dans le même fuseau horaire que Zachary Rijassé sur le alley-oop. C'est-à-dire que la première possession du match, tu te fais carboniser dans le dos par un joueur que tu dois défendre. Tu peux pas faire ce genre d'erreur. Alors sur l'action, on peut incriminer Giannis qui est loin d'être parfait défensivement, ou Kyle Kuzma aussi. Mais voilà, ça, c'est ce genre d'erreur mentale que tu ne peux plus faire, Kyle Kuzma, si tu veux que les Bucks jouent un rôle en playoff, tout simplement. C'est les erreurs défensives, mais moi je suis quand même inquiet par son apport offensif. Il est à 104 points par shoot depuis son arrivée aux Bucks. C'est infime. C'est infime pour une troisième option. Moi, j'ai même pas les mots en fait. Non, mais Kyle Kuzma, il a cette faculté, alors que je suis une pipelette, tout le monde le sait maintenant. Les mots ne me manquent jamais, sauf pour Kyle Kuzma. Vraiment, c'est abyssal. C'est vraiment un joueur. Je ne sais pas ce qu'il fait en NBA, ce joueur. Et aujourd'hui, c'est la troisième option des Bucks. Ça me terrifie. Je suis terrifié. Voire deuxième si Damian Lillard n'est pas là. Je suis terrifié par cette idée, quoi. Et les Bucks ont lâché des tours pour aller les chercher. C'est ça, c'est-à-dire que je crois, il me semble. En fait, le truc, c'est qu'on va pas refaire le trade, mais que dans tu vois, je trouve que ce que je vois sur le terrain du côté des Bucks actuellement, ça ne justifie pas le fait de s'être séparé d'une légende du club qui, certes, était carbo, mais t'amenait la potentialité d'avoir un joueur, qui même sans cheville pouvait être efficace sur du tir sans être assisté, etc. Là, Kyle Kuzma ne répond pratiquement à aucune problématique des Bucks, si ce n'est défendre des ailiers. Et encore, c'est une problématique qu'ils avaient en partie répondu. Avec son niveau qui est pas extraordinaire, avec Taurean Prince. Donc en fait, tu ne réponds à aucune problématique avec ce joueur et moi, je t'avoue que c'est vraiment les erreurs mentales. J'aurais dû me filmer pendant ma séquence de visionnage des Bucks récemment pour préparer cette émission. Tu pètes un câble avec Kyle Kuzma. Des fois, vraiment, tu pètes un câble. Et le problème, c'est que dans cette équipe-là, ils ont aussi Kevin Porter Jr., qui est loin d'être le dernier pour faire des choix fous. On n'en a pas parlé, mais les Bucks perdent beaucoup de ballons et ils perdent des ballons sur des fautes d'inattention. Vous vous souvenez de l'action que je vous ai décrite là? Zachary Rijassé, en fait, il rate son alley-oop. Il se passe quoi? Giannis prend le ballon et fait une espace de passe totalement nonchalante vers Ryan Rollins, intercepté par Trae Young. On est sur les deux premières actions du match contre les Hawks. C'est-à-dire que tes deux premières actions, c'est une erreur défensive folle et une perte de balle stupide. Voilà. C'est pas sérieux. Et Kyle Kuzma incarne très bien ça. Je m'excuse auprès des fans des Bucks et des Wizards. Il n'y a pas de tours qui ont été envoyés par les Bucks. C'est un swap à 4 équipes. On passe à la dernière partie de ce podcast, cher Ben. Ça va être le range de cette équipe pour ces playoffs. Quel plancher, quel plafond. J'ai envie de dire, en termes de joueurs, le plancher, c'est Kyle Kuzma. Le plafond, c'est Damian Lillard. Mais ça veut dire quoi en termes de tours? Alors, en termes de série même. Parce que je
je te laisse y aller. Non, mais ce qui est bien, Greg, c'est que là, maintenant, on peut pratiquement faire des previews. C'est-à-dire qu'on sait, en gros, il n'y a que 3 équipes qui peuvent jouer. Ils vont soit jouer les Knicks, soit les Pacers, soit les Pistons. Sachant que c'est fort probable qu'ils jouent les Knicks parce que, il y a une petite chance quand même pour les Pacers. C'est-à-dire que, en gros, de ce qui se passe actuellement, il y a 2 confrontations qui arrivent contre les Pistons, qui vont être clés pour le seeding parce que l'écart est minime avec les équipes. Mais vu la dynamique des Pacers, on peut penser que les Pacers seront 4. Donc, en termes de plancher, pour moi, en fait, tu as 6 scénarios. 6 scénarios pour ceux qui veulent se la péter. Les latinistes. Les latinistes, exactement. En gros, t'as les Knicks avec Lillard, les Knicks sans Lillard, les Pacers avec Lillard, les Pacers sans Lillard, les Pistons avec Lillard, les Pistons sans Lillard. Voilà, en gros, c'est ce que t'as. Le plus probable, les Knicks sans Lillard, on l'a vu il y a quelques jours, pour moi, ils sortent en 5. Voilà. Parce que les Knicks... Et un match sur Giannis. Voilà. C'est un match sur Giannis, mais c'est une équipe qui c'est un match-up terrible pour eux. Jalen Brunson fait son beurre à chaque fois et ça continue d'être le cas. Avec Lillard, peut-être qu'ils en approchent 2 ou 3, peut-être 2 voire 3, allez, mais je les vois pas passer. Face aux Pacers, sans Lillard, ils perdent parce que on l'a déjà dit, la traction arrière pour moi est extrêmement problématique. Même si on notera que les Bucks en dehors de la série de playoffs l'année dernière sans Giannis ont tendance à être plutôt bons contre les Pacers. Je pense qu'il y a un truc de division, mais je suis un peu sceptique sur une série. Avec Lillard, il y a un monde où c'est une série très serrée, où ça peut aller en 7, mais j'ai tendance à donner les Bucks perdants aussi. Enfin, le dernier scénario, les Pistons, c'est le moins probable. Hein. Je pense même qu'il va être probablement ce scénario-là, d'ici à ce que ce podcast sorte, sera peut-être plus du tout possible. Je pense qu'ils peuvent sortir les Pistons avec Lillard. Je pense, parce que en termes de puissance de feu, le déficit en termes de défense sur le backcourt, l'avantage du match-up Pistons, c'est que Cade Cunningham te pose pas de questions trop difficiles sur le premier pas. En fait, c'est-à-dire que tu peux t'en sortir avec un défenseur plus grand sur le premier pas contre Cade Cunningham, donc il va moins te faire mal que Jalen Brunson. Mais ça sera compliqué. Donc pour moi, le potentiel de cette équipe-là, c'est premier tour ou miracle deuxième tour pour avoir le droit de se faire ouvrir par les Cavs ou les Celtics. C'est ça. Moi, je les vois pas passer le premier tour. Même contre Détroit, j'ai des réserves. Parce que certes, il y a le premier pas de Cade, mais par contre, Cade, cette saison, il a prouvé qu'il n'en avait pas besoin de son premier pas. Et franchement, bravo à lui. Parce que j'étais un des premiers à douter d'ailleurs qu'il soit aussi impactant et performant rapidement. Mais oui, franchement, je vois pas les Bucks faire grand feu en playoff cette saison. Pour moi, le plancher, c'est leur plafond. On est vraiment sur une équipe de premier tour et ce que je leur souhaite le plus, c'est de sortir avec la tête haute, un Giannis qui s'est battu, un Lillard qui a été absent et du coup ils ont une excuse et ils sont pas obligés de tout renverser parce que malheureusement pour eux, ça va être difficile un peu comme les Suns, pour terminer cette métaphore et ce podcast, ça va être difficile pour eux de reconstruire autour de leur star. Il y a des choix radicaux qui devront être faits cet été on y reviendra hein, dans un post-mortem, mais ça me paraît compliqué pour les Bucks d'avoir de l'espoir sur ces playoffs-là. J'aurais peut-être dû le dire dès le début, ça expliquerait mon scepticisme. Les vibes, je déteste parler de ça, mais les vibes de cette équipe, c'est affreux. Affreux. Giannis qui balance. Suns, là, on est d'accord. Les deux. Ouais, les deux. Parce que le coup, il y a la vidéo qui est sortie où Giannis balance sa serviette parce qu'il est vénère sur un turnover. Moi, je vous avoue que du coup, on le sait, peut-être qu'on nous découvre aujourd'hui. Bonjour. Moi, j'adore Giannis Antetokounmpo. Le moment, on s'inquiète souvent quand Giannis il va faire des petites références comme ça. Non. Pour moi, Giannis excédé, c'est quand il commence à devenir philosophe en conf de presse. Oui. Et là, Giannis, il commence à devenir très philosophe sur la notion de victoire, etc. Quand Giannis arrive à ce moment-là, c'est qu'il a balancé la saison. Je vais être très honnête, hein, en termes de langage du corps. Du coup, avec ces previews, je suis obligé de regarder. On mange beaucoup de matchs. De toutes les équipes que j'ai vues pour l'instant, c'est le pire langage en termes de corporel de cette équipe. T'as l'impression qu'ils ont pas envie d'être là. Enfin, il y a des matchs où, quand l'écart est assez important, ils ont plus envie d'être là. Oui, il y a une résignation palpable. De fou, en fait. C'est une équipe qui a envie que la saison se termine. C'est pour ça que je peux pas leur donner un plafond trop haut. C'est parce que
c'est une équipe, si elle prend 2-0 au début d'une série, je ne la vois pas avoir les ressources mentales pour se dire, allez, on se reconnecte et on va gagner 4 des 5 prochains matchs. Je ne peux pas imaginer ça. Absolument. Ils les ont pas. Ils les ont pas du tout, du tout. C'est pour ça que je te dis, il suffit d'un bon match de Cade et des Pistons contre eux pour que le verrou saute dans la tête des Bucks et que les Pistons passent. Ce serait incroyable pour les Pistons. Mais je pense qu'il y a la place des Pistons contre les Bucks. En revanche, pour moi, je vois pas les Bucks avoir la place contre quiconque d'autre. Effectivement, contre les Pistons, ça peut passer hein, en 4-3, en 4-2, ça peut passer, mais contre Indiana, contre les Cavs, contre New York, contre les Celtics, laisse tomber. New York, j'ai très peur parce que New York, c'est le match-up le potentiel actuellement. Et je fais long, Greg, je suis désolé, mais ils peuvent pas battre New York. Hein. C'est terrifiant. C'est pas qu'ils perdent contre New York, c'est qu'ils se prennent des roustes contre New York à chaque fois. C'est des leçons. C'est ça qui est terrifiant. Ça sur une série, je veux dire. Et en plus, tu pourrais même défendre que c'est une équipe qui a potentiellement comment dire le personnel pour défendre Giannis, entre guillemets défendre Giannis, c'est-à-dire que tu peux mettre Anunoby, tu peux le missionner. Anunoby, le fait Bridges, Robinson, Achua. Ils attaquent pas le cercle, les Bucks. Ils drivent pas. Ils font pas ce qu'il faut faire pour battre ils attaquent pas le cercle. Ils attaqueraient pas Karl Anthony Towns en dehors de Giannis. Donc, non, j'ai peur du sweep. Et j'ai peur du sweep parce que j'ai pas envie que cette équipe, là, c'est l'amour de Giannis qui parle. J'ai pas envie qu'ils prennent un sweep parce que c'est Ryan Rollins, la troisième option de son équipe. Vraiment. Et pourtant, rendez-vous dans quelques semaines dans cette belle ligue qui s'appelle la NBA avec cette équipe des Bucks qui, malheureusement pour ses fans, ne répond pas présente cette saison avec des problèmes structurels et des problèmes auto-immunes, dirons-nous. Ben, merci beaucoup pour cette preview de playoff des Bucks. C'était un énième épisode de la série Pourquoi ils ne gagneront pas. Il y en aura encore quelques autres qui vont sortir parce que les Bucks ne sont évidemment pas les favoris, donc pas les derniers à passer dans la liste. Il nous en reste quelques-uns également à enregistrer. Et puis d'ici là, on vous dit à très bientôt sur Dunk Hebdo. N'oubliez pas les petits likes, les commentaires pour discuter avec nous. Vous vous abonnez sur Twitter, sur YouTube et sur vos plateformes de podcast préférées. À plus. Salut.